Dans l'épisode précédent de Cinémascope... For all mankind. Comme vous pouvez vous en douter, car après tout, vous avez cliqué sur la vignette dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, il sera question de Star Wars, le dernier Jedi. Enfin, c'est le dernier film Star Wars, mais ce n'est pas exactement le dernier film Star Wars, car comme Disney l'a dit, et ça même si c'était le dernier Jedi, il y aura un nouveau film Star Wars tous les décembre pour le reste de l'histoire de l'humanité, qu'encore les civilisations post-apocalyptiques sans doute en parleront. Toujours est-il qu'il est toujours bon à ce stade-ci de la vidéo de rappeler que l'un des fondamentaux disneyiens, l'une des idées que Walt avait eues, alors même qu'il était en train de se dire qu'il était judicieux de faire des films, c'était bien entendu cette petite phrase-ci, c'est que pour chaque rire, il faut des larmes, et c'est de ça dont il est question dans The Last Jedi. Je vous en parlerai dans quelques instants dans un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Je tiens à vous rappeler, car c'est toujours utile, que dans ce genre d'exercice, je me fends de deux critiques différentes. Enfin, je me fends de deux critiques. Je sais pas pourquoi je fais toujours 4 avec mes doigts. C'est un de ces tics dont je ne sais pas me défaire. C'est assez étrange. Donc, deux manières de voir le film. La première, ce sera sans les spoilers, c'est une forme de réflexion philosophique sur l'intégralité de ce qui est censé être contenu dans un film comme celui-ci, des émotions, de la qualité de la cinématographie, du réalisateur qu'ils ont choisi, et de l'intégralité de ce plan en 3 actes et comment il est appliqué, car il est question, bien entendu, d'un plan en 3 actes. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et là, c'est la portion. Vous pourrez la voir, je sais pas moi, dès mercredi, en quelque sorte, et la suite, avec les spoilers, vous la verrez, je sais pas moi, Jedi, ou vendredi, peut-être samedi, ou dimanche. Bref, un peu plus tard dans la semaine, ça n'a pas beaucoup d'importance, car il sera la question des substantifiques spoilers, les délicieuses choses qui se sont passées, et que je dois maintenant vous rappeler, car je suis en train de suivre un fil préétabli dans mon esprit que j'ai réalisé en regardant le film, je dois vous mentionner le fait que Star Wars, c'est une structure en 3 actes. Si ça c'est pas étrange, oui, je sais certain que vous avez déjà entendu cet incroyable artifice, mais que donc, là on en était avec The Force Awakens, au niveau A New Hope de la plaisanterie, on vous introduit des personnages, et vous savez, il y a une petite demoiselle, elle est sur une planète sablée, on ne sait pas précisément ce qu'elle vient faire, mais elle a le pouvoir de la force, elle est sensible à cet étrange langage qui lie tous les êtres humains et tous les êtres, tout simplement, à travers l'univers, et que donc se dit, mais serait-elle d'une filiation, serait-elle ceci, serait-elle cela, serait la descendante, la nièce, le troisième cousin en alliance de Ben Kenobi, on n'en sait absolument rien, nous allons le découvrir, il y a un type, c'est un défecteur de l'Empire, il s'appelle Finn, c'est un bon gars, ce John Boyega, et on se retrouve soudain porté par ses aventures, où il finit au même endroit, il vole un jouet célèbre, parce que Disney, c'est la valeur des jouets célèbres, et ensuite le Captain Phasma, parce que maintenant on s'est fait un effet particulièrement joli de chromé sur les jouets, et Disney en est conscient, et ainsi, voilà, il se passe des choses, et soudain Mark Hamill se retourne et c'est Mark Hamill, vous êtes là, ouais, c'est Mark Hamill, les gens applaudissent dans le cinéma parce que c'est Mark Hamill, et voilà, c'est le générique de fin, et vous dites, mais que sera-t-il question dans la suite? Oh, vous savez ce dont il sera question dans la suite, car vous n'êtes pas stupide, vous avez vu, l'Empire contre-attaque. Donc l'Empire contre-attaque, ce n'est plus réellement l'Empire, c'est le First Order, et voilà, il y a des porgs, parce que Disney sait que, bien entendu, la valeur de pouvoir vendre des Furbies aux kiddies, et qu'on vend des Furbies aux kiddies, parce que c'est aussi ça, Star Wars, admettons-le, et que soudain il se passe des choses, et les choses vont plus mal. On ne sait pas précisément comment elles pourraient aller considérablement plus mal, alors que Disney est en train d'acheter près de 40% du marché cinématographique américain, et donc des exportations culturelles de ce style. Réfléchissez-y, on pensait qu'il y avait un monopole dangereux chez Microsoft, mais c'était Disney, l'Empire qui contre-attaque, et donc l'Empire contre-attaque, les joyeux héros sauront-ils nous vendre des sauts de popcorn commémoratifs? Vous le découvrirez en regardant cette vidéo, et qu'ensuite, après ce film-là, il y a le retour du Jedi, ça peut être Jedi ou Vendredi, mais il est de retour, et alors c'est lui qui contre-attaque, et il tue des gens avec son sabre laser, des choses comme ça, bref. Sans rentrer dans les spoilers, dit-il de manière très simple, je vais vous faire une vague introduction du scénario du truc, il est donc question d'une attaque sur une ville.
cette ville est plutôt une planète. Cette planète n'est pas n'importe laquelle, car c'est celle où se trouvent les rebelles. Rebelles qui... C'est quand même étrange, hein, parce que je pensais que c'était eux le gouvernement légitime de l'intergalactique chose, et que voilà, et qu'ils étaient cool, et qu'ils avaient tout le monde sous contrôle, et que c'était la paix, et que les gens ils dansaient avec les Ewoks, et nanani nanana, et que c'était super. Peut-être c'était super, mais en 30 ans, comment se fait-il que les restes de l'Empire soient suffisamment puissants pour poser un problème? Alors je sais qu'ils sont censés, genre, les affaires ont tourné, il y a eu un retournement de situation maintenant, le First Order est un système terroriste qui attaque dans l'ombre, qui fuit un peu comme une lame dans la nuit et qui sont très puissants, nanana, mais c'est genre, quand vous avez toutes les ressources de l'intégralité du gouvernement des planètes libres derrière vous, comment est-ce que vous faites pour toujours défoncer la gueule dès qu'il est question de se battre? Et donc on en est là, les rebelles sont en train, la résistance sont en train de se battre sur une planète pour pouvoir se carapater dans leur cruiser stellaire et que l'Empire qui contre-attaque, il est là genre on va contre-attaquer dès le début du film parce que c'est de ça dont il est question, et ils amènent les destroyers Dreadnought qui sont, pour semble-t-il, avec des gros canons, les gros canons qui peuvent tirer par terre sur la planète, et qu'ainsi, le danger. Je suis en train de me rendre compte que je suis très doué à raconter les films. Toujours est-il que voilà, il se passe des choses et ils font des efforts. Vous avez Poe Dameron, il est genre piou 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 avec son petit X-Wing, il fait le tour de la structure de la chose, il détruit des canons comme ça. Ils peuvent amener les bombardiers ils bombardent, c'est à ça qu'ils servent. Hein. Et ils bombardent et ainsi, dès le début, ils arrivent à s'en sortir. Ouais. Pendant ce temps-là, Désirée, elle avait vu Mark Hamill qui était en train de pisser du haut de la colline, qui s'est retourné genre, je suis Mark Hamill. Comme ça. Avec la barbe, et qu'il s'est dit, ouais, et il fait, tu es notre seul espoir, Obi-Wan Kenobi. Il fait genre, lol. Et il est genre, non, il n'en est pas question, je me casse à ma maison. Il rentre dans sa hutte, et il va dans sa hutte et genre, moi, être un héros dans un film en 2017, faut pas déconner. Et alors là, il y a des renversements de situation, et tout d'un coup, Daisy Ridley, qui se demande qui sont ses parents, vous savez, parce qu'elle était sur une orpheline, sur une planète où il y avait des ciels, des soleils, il y avait la bataille de Jakku, et les gens j'accusent le coup, c'est certain, et elle se demande, c'est qui ses parents? Alors, j'ai réfléchi à qui c'est ses parents, et j'ai vu son visage, j'étais un peu comme ça, parce que j'avais pas pu sélectionner ma place, mais j'étais au milieu, donc j'ai eu un plutôt bon angle de visionnage, même si on était à l'UGC, hein, donc il y avait un subwoofer qui faisait pendant tout le film, après les gens moi aussi, donc faut pas déconner, on mangeait tous du popcorn, et que décidément, voilà, et que c'était genre le screener en 480p avec le DVD, que c'était un DVD qui était projeté, c'était assez évident, et le masque, on n'était pas certain que ce soit le bon masque, mais j'ai regardé son visage, cette fille, je me suis dit, mais Désirée, mais je sais qui c'est ton papa, c'est Robert Zedar, la star de films tels que Maniac Cop, extrait. There's times where when I'm going through not only the body language, et oui, elle a le même menton, c'est assez évident, c'est comme ça que ça se passe. Alors, elle essaye de convaincre, Skywalker, que décidément ils ont besoin d'elle, et que le monde a besoin de lui, et qu'elle a besoin de lui parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle sait faire, mais qu'elle sait faire beaucoup de choses, et que lui, il a peur de son talent. Vous l'avez vu dans les trailers, il fait genre, la dernière fois que j'ai senti un pouvoir pareil, j'ai dû me cacher. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on est Jedi, semble-t-il. Donc, l'intégralité culmine vers une situation où les choses vont mal, ils sont pris dans un combat spatio-spatial, c'est un nouveau mot, faites-le rentrer dans le dictionnaire, et que l'idée est très simple, ils doivent essayer de s'en aller alors que quelqu'un arrive à suivre leur transfert supraléminique. Les rebelles sont en train de fuir, ils doivent arriver et trouver une planète où se terrer le temps d'appeler leurs potes. Parce qu'ils ont encore des alliés quelque part. On aurait imaginé que ces alliés aient jugé judicieux de s'attaquer au fait que l'Empire contre-attaque, mais non, pas avant un moment prédestiné dans la fin de la série, que ça vient plus tard, et etc., etc. C'est le mieux qu'on puisse dire sans l'espoir. Alors, il est évident que ce film est réalisé par Rian Johnson. Rian Johnson, vous l'avez probablement vu dans ses œuvres, dans Looper et dans pas grand-chose d'autre. C'est un réalisateur dont on peut dire ceci, c'est qu'il sait comment tourner une bonne histoire triste, il sait comment tourner un scénario qui fonctionne, il sait le réaliser. C'est un film qui a des qualités esthétiques qui sont limite un peu supérieures à celles de J.J. Abrams. Alors J.J. Abrams, il fait très bien le whiz, bang, blag, shwimp. Il fait bien le shwimp. C'est le spécialiste du shwimp. J.J. Abrams. Et que donc, il fait bien tout ça, et que voilà, on va introduire les personnages, quelqu'un d'autre leur ajoutera du gravitas, du pathos, des sentiments auxquels on puisse faire confiance, des choses qui se passent comme ça, et que rien je sais, il y a genre, ça je sais faire, j'ai vu l'Empire contre-attaque, il faut que ce soit triste, on va vous péter la gueule, et que c'est comme ça, les gens sont là, un porc, c'est mignon, et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous sentez pas avoir la possibilité d'avoir encore de ces émotions, je pense que les humains appellent ça des émotions, oui, dans votre petit système, vous êtes là genre, mon Dieu,
Le cadavre réanimé de Carrie Fisher, je suis triste. C3PO a un nouveau slip en plastique parce qu'il est un peu trop gros pour rentrer dans C3PO. Ah, je suis triste. BB-8, lol. Et des choses comme ça, et vous dites, Et donc, l'idée de la chose, c'est qu'à la fin, ils doivent trouver un chemin pour arriver sur la planète et peut-être convaincre Luke, vous savez, marche dans le ciel, d'expliquer ce qui s'est passé quand il a tellement enfoiré Kylo Ren que décidément il est devenu Kylo Ren, parce que vous savez, c'est un Kenobi, il s'appelle Ben, je veux dire, comme Kenobi, mais que c'est le fils de Han Solo et vous savez, de la princesse Leia, et que voilà, et comment s'est-il passé des choses et que l'intégralité est satisfaisant et que quand ils vous disent dans Star Wars que c'est une question de famille, vous savez, de relations interpersonnelles entre des personnages et que vous voyez les nouveaux personnages, vous dites, mais ils sont épais comme une feuille de papier, à rouler, c'est pas très épais, en fait, il y a des feuilles de papier qui sont vachement plus épais, c'est que vous dites, c'est pas bon tout ça. Voilà, ils sont arrivés à en faire quelque chose qui va culminer dans un prochain épisode, vous savez, les gentils gagnent, je pense. À moins qu'ils enchaînent directement avec une autre trilogie où, on a étendu le retour du Jedi en 3 films, peut-être que c'est de ça dont il est question, peut-être que non, parce que après tout, on a censé comprendre que la prochaine trilogie, que décidément un produit Star Wars tous les décembre, parce que c'est la fin d'année, c'est comme ça que ça fonctionne, Disney l'a dit, même le jeudi, et c'est ainsi. Bref. Ça fonctionne très bien, je veux dire, c'est un film, vous êtes là genre, je pensais pas que je pouvais être triste, vous pouvez être triste. C'est très triste. C'est très beau, c'est bien filmé. C'est joli. Alors, il y a les problèmes de tension dynamique à l'intérieur, et c'est un truc dont on a déjà parlé quand on a parlé de Justice League, mais quand vous avez un film où c'est genre la fin du monde, et qu'il y a encore de temps en temps, un schwimp, une petite blague, des choses comme ça, on se dit, est-ce qu'ils se rendent compte de la gravité, ce monde dans lequel on ne sait pas précisément pourquoi, le gouvernement légitime vous savez, de cet ensemble galactique de planètes est en train de se faire défoncer la gueule par une étrange petite unité terroriste de gens qui sont quand même vachement forts portés sur le 127e Reich, puis ils sont tous sapés comme ça, genre, ils sont pas joués par des Allemands, ils sont joués par des Anglais, parce que vous savez, les Européens sont fondamentalement méchants et maléfiques dans le futur, car évidemment, ces films sont américains. Mais il y a une gentille anglaise, c'est celle qui est la fille de Robert Zedar, et que toujours est-il que voilà, on se retrouve dans une situation où il y a des combats et on est triste, il y a des combats et on est triste, et on comprend les motivations des personnages, ce qui fonctionne. Moi, je dois vous dire, la Force Awakens, m'avait laissé un peu de marbre dans le genre, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tous ces gens que, il y en a un qui a le sabre laser de Luke Skywalker, je suis très intéressé, et Chewbacca, Han Solo, le Faucon Millenium, Han Solo il meurt, ça fait des années qu'il avait envie qu'on tue son personnage, bravo Harrison Ford! On t'a revu dans Blade Runner 2049, un futur dans lequel Peugeot, non c'était Renault. Renault fait des voitures qui volent, mais ça c'est de la science-fiction. Toujours est-il que voilà, et que voilà, j'ai tout, mon petit cœur. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est très étrange, moi je suis genre quelqu'un de très, je suis très détaché par rapport à tout ça, je veux dire. Ça ne me touche pas. Et ce film m'a un tout petit peu touché, et ce n'était pas très grave. Alors maintenant, je vais faire la version avec les spoilers. I keep thinking of the persecution. Alors, le spoiler, ça va faire une coupure abrupte dans une vidéo qui était pourtant si bien partie pour être un one-shot. On va simplement dire ceci, c'est que dans quelques instants, des spoilers vont s'écouler de ma bouche, comme de l'eau claire. Je vais donc boire de l'eau, et après avoir bu de l'eau, vous avez donc la décision à prendre maintenant si vous voulez voir ou pas cette portion facultative de la vidéo. À force, ce dont il est question ici, c'est bien entendu de la force, ça semble assez logique, c'est stupide à dire, c'est une manière assez enribanée de le faire, simplement imaginez ceci, comme vous le savez, la force, c'est quelque chose qui réside en vous pour peu que vous ayez des midi-chloriens dans votre sang, vous pouvez donc bouger des cailloux, ou parler à des gens qui sont à distance, peut-être, si ça c'est pas fun, parler à vos défunts. Et toujours est-il que, à ces fins, vous avez donc la possibilité d'utiliser ce pouvoir qui est le pouvoir de la force, mais on apprend maintenant que, d'une certaine manière, on est de retour dans les fondamentaux de la série. Les fondamentaux de la série, c'est des épisodes 4, 5 et 6, ces incroyables moments où on était en train de vendre la force comme du taoïsme qui était censé vendre des jouets aux enfants, vous comprenez bien ce dont il est question, c'est donc une force qui rassemble le vivant et le minéral et peut-être même aussi le végétal dans une seule conscience qui est la conscience de l'univers, et que la force c'est quoi? C'est l'anabolisme, le catabolisme, la destruction des cellules pour laisser place à de nouvelles, la chose qui meurt pour laisser sa place à autre chose, et vous savez, le souffle de le vent à travers les arbres, quelque part au loin, le soleil pointe à travers les nuages d'un jour morne et mordoré qui, sur une planète ensoleillée, l'intégralité de ce que vous connaissez est appelée à mourir, c'est aussi ça la force. Cette force qui réunit le vivant, que plus du tout de médiclorien, c'est ainsi comme ça que ça fonctionne. Autre fondamental qui vous est révélé ici par l'entremise de Snoke, si évidemment
c'est assez thématique. Mark Hamill vous révèle la réflexion derrière la Force, ce que c'est. De l'autre côté, les Sith vous expliquent comment ça fonctionne, et comment ça fonctionne, c'est très simple. C'est très très simple. C'est que quand quelqu'un apparaît de fort, on va reprendre cette phrase au début, quand quelqu'un de fort apparaît dans le côté obscur, quelqu'un de puissant apparaît dans le côté lumineux de la chose. En quelque sorte, c'est incroyable prophétie qu'il fallait quelqu'un pour arriver à donner l'équilibre. Ça, c'est le mouvement l'équilibre. Ça, c'est le mouvement l'équilibre que je fais. Et ce mouvement l'équilibre, c'est que bien qu'on y réfléchisse de manière assez intelligente, dans les prequels, en fait, il n'y avait pas besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour équilibrer la force, vu que la force, naturellement, par les forces de l'évolution, finit par s'équilibrer de manière assez satisfaisante. La seule chose qu'Anakin avait à faire, c'était de rien faire. Et alors, la force aurait été en quelque sorte équilibrée. C'est ce qu'on a appris dans ceci. C'est un peu une manière assez laisser faire, laisser aller, les lois du marché, en quelque sorte, pour utiliser un vocable qui est plus proche de celui de Disney, auraient suffi à régler tout ceci. Et vous savez, les Keynésiens vous le diront, des choses de cet ordre-là. Donc, Ronron et Petit Patapon, vous avez d'un côté comment ça fonctionne pas, et qu'est-ce que cela veut dire pour les personnages qui se passent dans le truc. Alors, je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est ça qu'on va faire, on va reprendre l'inventaire de ce qui se passe dans le scénario. Donc, je vous ai dit que les gens, ils étaient genre rebelles, qu'ils étaient pas doués parce qu'on pensait qu'ils avaient un gigantesque gouvernement intersidéral, mais que décidément, ils n'ont aucune puissance phénoménale pour se battre contre les restes bizarrement bien financés de l'Empire, que c'est le First Order et des choses comme ça. Donc, ils sont en train de s'enfuir sur une planète, cette planète est censée être super bien protégée, cette planète super bien protégée leur permettra d'appeler leurs potes, mais ils ont pas de potes, donc ils peuvent pas appeler leurs potes, cependant, ils appellent leurs potes, et voilà. Pendant ce temps-là, afin de pouvoir s'assurer qu'ils soient susceptibles d'arriver sur cette planète. C'est étrange. John Boyega doit s'assurer que les méchants, que ce sont les méchants, qu'ils c'est l'Empire, et encore et toujours ils contre-attaquent, même après des films, ils continuent à contre-attaquer. Alors il doit aller quelque part, et c'est là qu'on détruit les lois de l'univers, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, hein. C'est ainsi qu'on est censé ne pas réfléchir au fait qu'il reste 16 heures de carburant à la frégate particulière principale de Leia Organa, et que pendant ce temps-là, John Boyega et les gens, je vais aller de l'autre côté de l'univers avec une demoiselle asiatique que j'ai rencontrée il y a quelques instants parce que vous savez les quotas, et qu'il doit aller de l'autre côté de l'univers pour chercher un hacker, faut-il croire, pour hacker un MacGuffin qui se trouve dans le Star Destroyer de First Order et qui leur permet de les suivre à travers leur transfert supraluminique. Réfléchissons-y un bref instant. Si la mission prend plus de 16 heures, est-ce qu'on peut utiliser plus de carburant à aller instantanément plus loin? C'est la question qui se pose. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les toutes petites frégates, les petits esquifs, en quelque sorte du style de Slave One et les X-Wing, étaient capables de se rendre si loin dans l'univers et de revenir en n'ayant jamais de problème de carburant? C'est là qu'on est censé ne pas insuffler dans une réflexion qui est celle de la science-fantasy, celle de la science-fiction. La science-fantasy, vous savez, c'est dans l'espace, mais il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de base philosophique, logique, plutôt, voulais-je dire, scientifique, au fait que les choses fonctionnent. Quelle est la source de puissance d'un sabre laser? J'imagine que créer un laser de cette taille-là avec un champ gravifique nécessite beaucoup d'énergie. Alors il y a une pile dedans, mais c'est une pile magique qui est un style de la puissance, un cristal magique qui fait un rayon magique. Et que là vous avez des frégates qui sont pas magiques, elles sont des domaines de la science-fiction et que voilà. Donc ils peuvent aller n'importe où dans l'univers, mais ils ont que 16 heures de carburant. Ils ne peuvent pas sauter d'une manière supraluminique parce que c'est ça la plaisanterie qui se passe dans ça qui leur cause toute cette panique. Et que donc voilà, ils envoient John Boyega sur une planète où il y a les gens qui sont des méchants profiteurs de guerre, vraiment les pourritures ultimes de l'humanité, donc Monte Carlo ou Monaco, et que là ils doivent trouver un hacker, et que le hacker c'est Benicio del Toro qui est genre tout lissé. Alors, je sais pas si c'est pris un chirurgien esthétique dans la gueule qui a fait trop d'efforts pour pouvoir le faire, qui a fait l'effort de pouvoir le massacrer, et qu'ainsi on se retrouve avec Benicio del Toro. Wow! C'est peut-être Benicio del Toro en 3D. J'y avais pas réfléchi. Peut-être qu'il lui lisse les pommettes en 3D. Peut-être qu'il est totalement en 3D comme Grand Moff Tarkin. Et bientôt, ils seront dans un sitcom avec Princesse Leia Organa jeune, Grand Moff Tarkin et Benicio del Toro, ça s'appellera « Tu n'es pas mon papa ». Et alors Leia Organa sera genre « Est-ce que je peux sortir ce soir ?» Et Grand Moff Tarkin fera « Non, jeune femme, vous êtes la propriété de l'Empire. » Elle fera « T'es pas mon papa !» Tadata, badapa, wow. Toujours est-il que voilà, des questions se posent, donc il va de l'autre côté de l'univers, revient, tout va bien, mais non, oh non, il y a un retournement de situation et qu'il se passe des choses. Voilà, il fallait que John Boyega ait quelque chose à faire. On comprend. De temps en temps, vous avez un personnage, il est pas réellement dans le principal scénario. Le principal scénario ici, c'est le pouvoir de la force de la force, la force de la force, c'est toujours le pouvoir de la force. Et qu'ainsi, Mark Hamill et Désiré Idé sont genre, est-ce que tu veux bien m'entraîner? Non. Est-ce que tu veux bien m'entraîner? Non. Est-ce que tu veux bien m'entraîner? Non.
Après quelques jours à ce rythme-là, il fait genre, ok, t'as droit à 3 leçons, ce qui, quand on y réfléchit, est presque autant que ce qu'il avait eu, hein, Mark Hamill. Je veux dire, il a été bien entraîné par le mec qui avait tué son papa, mais que c'était son meilleur pote, et le vieux gars qui s'appelait Yoda, qui vivait dans les bois, et qui lui ont donné genre 3 semaines d'entraînement, et qu'il n'était pas réellement doué, donc il en a pas retenu des masses. Il est pas capable de faire le truc à super vitesse comme il faisait dans la prequel, il était pas capable non plus de faire genre, est-ce qu'il sait lancer un sabre? J'ai essayé de les attraper avec les pouvoirs télékinétiques de la Force. Mais est-ce qu'il sait les lancer? Il ne sait pas faire tout ce que Cal Katarn était capable de faire dans Jedi Knight 2. Jedi Academy. Un truc sur une académie de Jedi où justement Luke Skywalker est en train de faire une nouvelle génération de gens qui étaient susceptibles d'utiliser la Force, et que c'est précisément ce qui s'est passé. Il a eu peur de son neveu, voyez-vous, c'est ça le truc qui est à la base de tous ces films. Il a eu peur de son neveu, il s'est dit, je vais tuer cette merde dans l'œuf parce que j'ai genre un sabre laser, je vais faire pshoum, pshoum, c'est magique, vous voyez, c'est pas comme dans Star Trek où on essaie de vous expliquer qu'il y a de la science quelque part, on sait pas ce que c'est la science, mais il y a de la science, et par exemple, ah non, un signal de détresse, ils sont à 16h. Je suis en train de faire mon Picard. On peut rien faire. Make it so. Ça, c'est Star... Quoi comme maintenant, avec Discovery, ils ont aussi le problème de, vous savez, on a un vaisseau qui sait se téléporter, c'est genre, non, Star Trek, non, enfin, non, ça c'est Star Wars, enfin, bientôt il y aura des porgs dans Star Trek, vous allez voir, ça va être atroce. Toujours est-il que voilà, alors sur la planète des porgs, Mark Hamill et la fille Daisy Ridley sont genre, je vais d'apprendre des choses, je lui apprends le sens de la nature, comment ça fonctionne la force, qu'elle est beaucoup trop forte pour qu'on lui fasse confiance, parce que décidément il a plus confiance en les gens, parce qu'il a eu peur de son neveu, voyez-vous, son neveu, il est genre, il ressemble à Serge Gainsbourg, genre, vous allez quand même pas avoir peur de Serge Gainsbourg, quand même, faut pas déconner, les enfants, il est tout mignon. Même avec les cicatrices, il est tout mignon, il est genre, mais il a eu peur de son neveu, il a failli le tuer. Et ensuite, il s'est rendu compte, ah non, c'est une suite d'échecs constitutifs qui sont l'expérience de Mark Hamill, de Luke Skywalker. Je veux dire, quand on y réfléchit posément, c'est genre, le mec, il était pas doué. Mais c'était le dernier Jedi, donc il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors il a fait un ordre Jedi, mais il était pas assez futé pour former des Jedi, parce qu'il était pas très doué, il connaît pas les coups des Jedi, et que nanana. Mais il y a les 6 bibles des Jedi, que c'est les bibles des Jedi, que c'est les Jedi de la Bible, et des choses comme ça, bref, voilà. Il sait faire des choses, et qu'ainsi un jour il réfléchit, parce qu'il sait que Daisy Ridley est en train de parler avec son équivalent de l'autre côté de la Force, le muy macho Cal Katarn, Kylo Ren, et qu'il est en train de dire à Kylo Ren, mais peut-être que tu pourrais passer du côté obscur de la Force. Lui dit Kylo Ren, fait, peut-être que tu pourrais passer du côté clair de la Force. Peut-être. Alors qu'on sait maintenant que, vu que la Force s'équilibre, c'est l'autre mouvement s'équilibre, il faut que les deux existent. Sinon, si l'un des deux meurt, il y en a un autre encore plus puissant de l'autre côté qui va apparaître. Nouvelle logique, semble-t-il. Toujours est-il que voilà, ils sont là, et alors, Mark Hamill est visité par le fantôme de Yoda, qui ressemble à la poupée des années 70, c'est magnifique, et genre, faire des phrases alambiquées, je ferai, et des choses comme ça, et genre, ah, cool, et il dit, mais si t'as pas confiance, si dans l'ordre Jedi confiance tu n'as pas, moi détruire ce temple, je ferai, et genre, parce que Yoda, même en fantôme, hein, n'importe quel jour, il peut casser la gueule à Mark Hamill, ça veut dire quelque chose, et que voilà, et donc il fait genre, et genre, et ils ont genre, t'es pas très doué, genre, je sais que je suis pas très doué, mais merde, même t'es mort, tu me fais chier mec, il fait genre, tu vas devoir faire quelque chose, mais que vais-je devoir faire? Et le truc qu'il va faire, c'est que pendant que les gars, ils avaient décidé en quelque sorte, et c'est un gros spoiler, que le personnage de la famille Skywalker qui allait survivre, c'était la princesse Leia, mauvais calcul, et que voilà, on se retrouve dans une situation où c'est genre, alors après être parti dans l'espace, John Boyega, il est revenu avec le hacker, il est en train de hacker quelque chose dans Star Destroyer qui leur permet de suivre les sauts luminiques instantanés, traditionnels, intergalactiques, qui peuvent se téléporter, mais là ils peuvent pas se téléporter parce qu'ils ont pas envie de brûler du carburant pour se téléporter, bref, des choses qui sont dans le domaine de la logique pure, des choses comme ça. Et donc ils sont là, mais retournement de situation, et à ce moment-là, tout le monde se jette sur la planète, ce sont les restes de, vous savez, l'Empire Galactique, qui est maintenant une république, les restes de la république qui gardent tous les pays libres, toutes les planètes libres de l'histoire de l'humanité, ben voilà, ils ont du mal à appeler leurs potes, ils ont pas de potes, alors ils appellent leurs potes, et genre les gars, genre, utilisez mon code, quelqu'un va bien être obligé de m'aider, comme d'habitude, et alors, Mark Hamill arrive, il est arrivé instantanément, il est venu pourquoi? Pour temporiser, juste assez longtemps, pour que les gens ils se rendent compte qu'en fait, mais on peut s'enfuir par l'arrière de la cave, il y a un trou, avec une beaucoup plus jolie image, d'ailleurs, c'est celle des petits fennecs cristallins de la planète, où quand on marche par terre, le sol est rouge. C'est très esthétique, c'est un peu comme la fin du remake d'Evil Dead, où il y avait du sang qui tombait partout, du ciel. Et voilà, vous êtes en train de marcher sur la... oh non, le sel s'enlève, alors tout est rouge, c'est magnifique, c'est une planète qui saigne, voyez-vous, car... mon Dieu, c'est la contre-attaque de l'Empire, des choses comme ça, donc voilà. Mark Hamill se ramène, il fait...
allez chercher un truc, je vais temporiser. Genre, pouvoir de temporisation, il s'est fait couper les cheveux comme dans le truc des années 70, vous savez, parce que on peut pas laisser un Mark Hamill qui ressemble à un vieux hippie des forêts sauver le monde une dernière fois, et genre, et il vient s'excuser à son neveu, parce que son neveu, il a failli le tuer, hein, c'était son neveu, quand même, c'est pas sympathique de sa part, bref, il vient, il fait, j'ai voulu m'excuser, mais si tu me tues maintenant, hein, Ben Kenobi, tu te souviens, Ben Kenobi, si tu le tues maintenant, je serai encore plus fort que tes rêves te permettent d'imaginer, car je vais devenir un fantôme qui va te faire chier pendant le reste de ta vie à dire que t'es pas très doué, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, nous, les Jedi. Ouf, on est lourd. Surtout après qu'on est mort, on est lourd. Il suffit de demander à Qui-Gon Jinn. Toujours été que voilà. Et genre, les combats de Kung Fu, ils sont genre, je suis un jeune homme méchant et je ressemble à Serge Gainsbourg. J'ai tué mon père. Je suis Hamlet, mais j'ai tué mon père. Ce qui fait qu'il n'est pas réellement Hamlet, mais c'est dans le style Hamlet. Vous savez, les personnages shakespeariens, la grosse tragédie avec les gros boulons qui font tourner l'intégralité de la machine, et que Luke Skywalker est genre, je suis cool. Et je vais mourir, donc je suis encore plus cool, et là, genre, ah non, ils vont tuer Luke Skywalker. Et en fait, ce qu'il faisait, Luke Skywalker, c'est qu'il utilisait un de ses arcanes majeurs de la Force, que vous savez, on ne lui a pas réellement appris, qu'il ne sait pas réellement utiliser correctement, donc il a dû foirer quelque chose quelque part, ça le tue, parce que c'est trop de cosmo-énergie à brûler d'un seul moment. Il a amené sa cosmo-énergie à son point culminant, en quelque sorte, et ainsi, il a donné, genre, l'apparence qu'il était là, genre 30 minutes. Pendant ce temps-là, les gens, ils sont en train d'essayer de percer un trou dans un mur d'à peu près, 5 mètres d'épaisseur avec le canon de l'étoile noire. Parce qu'ils peuvent se passer de l'étoile noire pour avoir le canon de l'étoile noire. Imaginez ça. Mais alors, ils ont beaucoup de mal à faire un trou dans un mur qui fait au moins ça d'épaisseur. C'est très dur. Et donc, tous les gens qui sont les héros de la galaxie, Poe Dameron, et Finn, et machin, les robots, sont genre, on va s'enfuir par l'arrière de... J'imagine qu'on a des vaisseaux quelque part, là, derrière le mur, où il y a des petits fenêtres en cristal qui sont en train de faire le tour. Et genre, ok, d'accord. Super. Cool. Et voilà, et à la fin, Luke est genre, j'ai enfin réussi à faire un truc cool. Fin du film. Et voilà. Alors c'est quand même le moment de la série où on est censé se prendre des coups de poing à la gueule, mais je vois pas ce qu'ils feront dans le futur pour arriver à me tirer une vague larme de mon corps, parce que maintenant que l'émotion est morte, qu'on a tué genre dans cette semaine, et imaginez, c'est très dur d'avoir des héros en Belgique, mais ils ont tué cette année Prince, Jean-Philippe Smet, et Luke Skywalker. En 360, un peu plus de 365 jours. Pfff. Que reste-t-il de nos héros? Eh ben, des jouets que vous pouvez acheter chez Toys R Us, sauf que Toys R Us est en train de fermer la porte. Achetez-les sur eBay. Et évidemment, un seau pour vous vendre du popcorn, que c'est bien entendu ça le but de la chose. Est-ce que je suis impressionné? Je trouve que j'ai un très beau boulot de la part de Rian Johnson, qui on demande de prendre un film qui doit fonctionner comme un film pour enfants, donc il peut pas avoir de sang, il peut pas avoir de traits, il peut pas avoir de gore, il peut rien avoir de particulier, et qui arrive à en faire quelque chose qui, c'est triste. Puis après c'est, c'est triste. Et le monde a changé. Maintenant, vous êtes calé avec ce qui reste de ce que Carrie Fisher a pu tourner, hein, Kylo Ren, et la fille de Robert Zedar. C'est assez dur à dire, mais c'est comme ça. Et qu'il faut pas oublier, hein, comme va vous le rappeler Yoda dans quelques instants, car c'est un peu ça le principe du Jedi, vous savez, l'intégralité de ce autour de... Ouh là, ça c'est une phrase que je vais pas savoir terminer, tellement c'est la fin de la vidéo. Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things. You are reckless. Et il me semble que c'est relativement bien dit. Voilà. Dans le prochain épisode de Critique en Cinémascope, il sera bien entendu question de, j'imagine, le dernier épisode de Peter Capaldi en tant que Doctor Who, parce que c'est la saison où on change les choses pour la nouvelle saison. On va vendre des choses. Ouais. Prochain épisode, Doctor Who, dernier épisode de Peter Capaldi, première apparition de le nouveau docteur, sa nouvelle doctoresse qu'on ne sait pas, je n'ai pas encore mémorisé son prénom, je le saurai quand on y sera, et ce sera dans une critique en Cinémascope.